Donc bonsoir à tous, nous revoilà pour un nouveau Directeur Stream, désolé pour les petits problèmes techniques, ça arrive, hein, comme on dit. Alors, bonsoir, bonjour Jojo Roro, bonsoir Béatrice, bonsoir Louis, bonsoir Dom, bonsoir Alexandre, je vois que tout le monde est déjà dans les starting blocks, bonsoir Frucat, ok. Bon, je vois que c'est toujours les mêmes qui sont prêts en premier. Je vais commencer d'abord. Je vous avais parlé l'autre fois de mon roman en français. J'ai enfin reçu mes quelques exemplaires, voilà, papier que j'ai commandé ici. Donc, s'il y a des Français ou des francophones qui me suivent, qui sont en Russie, qui veulent un exemplaire papier, faites-moi signe rapidement parce que j'en ai vraiment qu'un tout petit tirage. J'en ai vraiment très très peu. Donc, ne tardez pas trop. Ne tardez pas trop parce que oui, j'en ai commandé que 10. Donc vu que j'en ai un déjà pour moi, j'en ai un qui a déjà été acheté, donc ça va partir très vite. Mais voilà, ça vous permet un petit peu de voir un petit peu voilà la qualité du livre. Voilà, donc ça c'est la version papier, comme vous voyez un petit peu, voilà. Ça c'est le 4e de couverture. Voilà, vous voyez, c'est quand même un bon bouquin format A5. Voilà. Alors, on va parler de la réunion des chefs d'État de la CEI à Douchanbé. Douchanbé, qui est donc la capitale du Tadjikistan, l'un des membres de la CEI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la CEI, c'est la communauté des États indépendants, une espèce de successeur informel d'organisation chargée de maintenir, on va dire, des liens de coopération mutuelle, économique, sécuritaire, culturelle, etc., etc., entre les anciennes républiques soviétiques. Voilà, c'est un machin qui a été conçu après la chute de l'URSS pour essayer d'éviter que les anciennes républiques s'éloignent trop les unes des autres, en sachant que de par leur histoire commune, ça faisait du sens de maintenir un lien. Voilà. Bonsoir Monique, bonsoir Pierre-François. Et donc, ils se réunissent 2 fois par an. Il y a une réunion formelle et une réunion informelle par an, à peu près. Réunion formelle généralement au mois d'octobre et réunion informelle généralement au mois de décembre. Donc là, c'est la réunion formelle qui a lieu donc dans la capitale du Tadjikistan, Douchanbé. Ils sont tous arrivés à l'avance. Vladimir Poutine est arrivé dès le 8 au soir. Donc ça a commencé hier, ça s'est poursuivi aujourd'hui. Donc ça a été 2 jours de discussion entre les chefs d'État. Ça a été couplé avec une autre réunion des chefs d'État de l'Union asiatique. Donc là, ça a été Poutine avec un certain nombre donc, de pays d'Asie centrale. Mais ce qui a surtout été très très marquant, bien entendu, ça a été la discussion entre Poutine et Aliyev. Aliyev, donc, qui est le président de l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, je rappelle, pays donc, qui a fait la guerre à l'Arménie pour le Haut-Karabakh, qu'il a fini par récupérer avec l'aide de la Turquie, qui a grandement armé l'Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan, si vous voulez, est plus sur un vecteur pro-turc et donc plutôt pro-OTAN, ce qui est pas très bon, mais bon. Et si vous vous souvenez, je vous avais dit il y a déjà quelques semaines en arrière qu'il y avait eu des problèmes, des grosses tensions entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Particulièrement après donc le fameux crash
de cet avion de l'Azerbaïdjan Airlines. Pour ceux qui se rappellent pas, donc c'était l'année dernière, fin d'année dernière, où en fait un avion de l'Azerbaïdjan Airlines a essayé en fait enfin s'est trouvé en fait dans le ciel au même moment près d'un aéroport russe, au même moment que des drones ukrainiens. La DCA russe a essayé d'abattre les drones. Et d'après les informations qu'a révélé Vladimir Poutine hier à Aliev, deux des missiles de DCA ont explosé, alors pas directement sur l'avion d'Azerbaïdjan Airlines, mais à proximité, à quelques dizaines de mètres. Et certains des débris en fait de ces missiles auraient touché l'avion. Ce qui explique qu'au départ, les pilotes ont cru que ils avaient en fait que leur moteur avait heurté un groupe d'oiseaux. Ça arrive. C'est pas bon. Les moteurs sont pas faits. Les moteurs d'avion sont pas faits. Les réacteurs sont pas faits pour manger des oiseaux. C'est pas très bon pour eux. On a eu des avions qui se sont crashés à cause de ce genre de choses. Sauf qu'en fait, c'était pas des oiseaux, c'était des morceaux de missiles. Et au lieu d'aller se poser au Daghestan, donc l'incident a eu lieu dans le ciel au-dessus de la République tchétchène, si mes souvenirs sont exacts. Et au lieu d'aller se poser au Daghestan, ce qui leur a été proposé, ils ont dit non, on retourne, on va au Kazakhstan. Sauf qu'en fait, l'état de l'avion s'est détérioré avant qu'ils arrivent là-bas, et l'avion a fini par se crasher. Alors après ça, on va dire les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan n'étaient pas très bonnes. Surtout que la Russie a pris son temps pour faire l'enquête, ce qui est normal. Comme l'a dit Vladimir Poutine, ce genre de choses pour être bien faites, ça te prend du temps. Mais côté azerbaïdjanais, ils ont commencé à gueuler que ouais, en fait, ils traînent parce qu'ils n'ont pas envie de dire la vérité, bon, ce qui n'était pas le cas. Et puis surtout, il y a eu toute une vague d'arrestations de membres, même de chefs de diaspora azerbaïdjanaise, de diaspora azérie dans certaines villes de Russie, dont Yekaterinbourg. Des gens tout à fait charmants, qui menaient des activités criminelles, et certains étaient entre autres ont été arrêtés parce qu'ils ont été accusés d'avoir tué, d'avoir assassiné un autre Azerbaïdjanais, mais qui avait comme eux aussi en même temps le passeport russe, parce que oui, beaucoup de ces gens finissent par obtenir le passeport russe, donc la Russie arrête ces gens-là 23 ans après le crime, et alors là c'est parti complètement en cacahuète. C'est-à-dire qu'Aliyev s'est senti pousser des ailes, je vais pas dire autre chose parce que sinon ça va être vulgaire, et a commencé donc à accuser la Russie d'avoir arrêté des Azéris pour rien, puis qu'en plus certains qui étaient à un certain âge nous ont fait un arrêt cardiaque en prison. Donc résultat des courses, on en a eu deux qui sont morts. Mais résultat, donc ils ont hurlé au fait que la Russie aurait assassiné des Azéris. Bon, déjà, la Russie leur a gentiment rappelé que les gars avaient aussi des passeports russes, qu'en plus, ils étaient accusés d'avoir tué un de leurs concitoyens, et que c'était dans le plein droit de la Russie d'arrêter les criminels, aux dernières nouvelles. Voilà. Bon. Mais l'Azerbaïdjan l'a pas pris comme ça, et Aliyev a commencé à monter le ton avec l'histoire de l'Azerbaïdjan Airlines, plus cette histoire-là. Bon, alors comme dans le cas de la Turquie, après le coup de l'avion russe qui avait été abattu près de la frontière syrienne, la Russie a opté pour, on va dire, des méthodes de diplomatie tout à fait particulières. Il faut savoir que jusque-là, l'Azerbaïdjan fournit du gaz et des produits pétroliers à l'Ukraine, entre autres. Et donc jusqu'ici,
Ce qui se passait, c'est que la Russie évitait de frapper, bien sûr, ces structures-là pour éviter de se foutre l'Azerbaïdjan à dos. Mais quand l'autre a commencé comment dire, à aboyer comme un chihuahua balte, hein, contre la Russie, ben la Russie lui a rappelé qu'elle a les moyens de foutre l'Azerbaïdjan dans la merde. Et donc la Russie a commencé à frapper les infrastructures gazières azéries qui se trouvaient entre autres à Odessa et en région d'Odessa. Ce qui a fait hurler l'Azerbaïdjan, encore plus. Et puis, il faut savoir que l'Azerbaïdjan exporte vers la Russie, entre autres, des fruits et des légumes. Et puis, les autorités sanitaires russes ont trouvé des parasites dans les fruits et légumes qui venaient d'Azerbaïdjan, donc ils ont été interdits d'importation. Il y avait la même chose avec les tomates turques à une époque. Ça avait calmé Erdogan, ça. Puis le fait que il y avait eu une interdiction des Russes d'aller jouer les touristes en Turquie. Résultat des courses, Aliyev s'est calmé, hein. Voilà. Donc là, lors de la réunion, ils ont fait une petite réunion bilatérale, Poutine, Aliyev. On a même eu droit à une petite vidéo avec Aliyev qui fait des grandes embrassades avec des grands sourires à Poutine. Quand vous repassez la vidéo si vous vous souvenez, la rencontre à Tianjin, la rencontre en Chine, où Poutine avait presque foutu une veste à Aliyev, presque. C'est-à-dire qu'il lui a dit bonjour, il lui a serré la main, il s'est cassé, il s'est barré comme un pez sur une plaque de verglas. On est dans l'excès inverse, mais ça veut dire que l'Azerbaïdjan a compris le message 5 sur 5 et que ça y est, ils ont décidé de se calmer. Voilà. Donc je pense que d'ici quelques temps, on va retrouver de nouveau des fruits et des légumes azéris sur les étals en Russie. Mais bon, c'était un petit rappel nécessaire. Voilà, voilà. Mais c'est intéressant de voir le contraste si vous regardez entre la vidéo de leur rencontre à Tianjin et celle d'hier. Non, c'est le jour et la nuit, quoi, complètement. Mais en même temps, ce format de la CEI, même si ça peut sembler bizarre, parce qu'entre autres vous avez l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sont en conflit l'un avec l'autre, je rappelle, plus donc ce petit conflit qu'il y avait entre la Russie et l'Azerbaïdjan, on pourrait se dire, les mecs ils sont dans la même organisation, ils se tapent sur la gueule, c'est quoi ce truc, mais en même temps, la CEI garde un intérêt justement pour permettre d'avoir une espèce de plateforme via laquelle ces pays peuvent discuter. Bon, et on a vu que ça a permis de faire une petite réunion. Ouais, je suis vraiment désolé pour la qualité. Ma connexion saute sans arrêt aujourd'hui, c'est une catastrophe. J'ai eu une visioconférence cet après-midi, ça a été l'horreur. Donc, j'en étais où? Oui, j'en étais donc à Aliyev, qui s'est enfin calmé, et qu'on a vu faire donc des grands câlins à Vladimir Poutine, donc à Douchambé, par contraste donc avec la rencontre de Tianjin, si vous vous souvenez. Je vous avais publié la vidéo à Tianjin où Poutine lui dit bonjour, lui serre vite fait la main et puis se casse. Bon, là on est carrément sur un autre level, mais je pense que le message est passé 5 sur 5. D'ailleurs, Aliyev, dans sa réponse à Vladimir Poutine devant la presse, était beaucoup plus calme et beaucoup moins hystérique que lors des dernières déclarations qu'on a vues de lui après les arrestations de ces chefs de la diaspora. Donc je pense que le message est passé. Voilà, monsieur a été calmé comme Erdogan en son temps et ça devrait aller. Non, l'intérêt surtout de cette réunion, ça a été de permettre déjà un élargissement de la coopération entre la Russie et le Tadjikistan, qui est l'un des pays de la CEI avec lequel la Russie entretient parmi les meilleures relations avec la Biélorussie. Ça a permis surtout d'acter un rapprochement entre la CEI
et l'organisation de coopération de Shanghai. Donc jusque-là, c'était pas le cas. Donc là, maintenant, l'OCS a acquis un statut d'observateur au sein de la CEI. Ça, c'est très important, surtout dans le cadre on va dire, de la transformation du monde vers un monde multipolaire. Le fait que ces organisations grandement régionales, faut dire ce qui est, voilà, plus côté ex-URSS et puis l'OCS plutôt Asie, ça va permettre justement de créer des liens qui vont permettre d'accélérer cette multipolarisation du monde. Ça va permettre de tisser des liens entre diplomatiques, entre des pays qui peut-être jusque-là se parlent pas beaucoup, et permettre de commencer à créer de nouvelles plateformes de discussion que celles qui existent actuellement, hein, et qui servent pas à grand-chose, genre l'ONU. Voilà, par exemple. Il y a eu aussi ça a été annoncé donc le lancement d'un format CEI+. C'est-à-dire que comme les BRICS, la structure va commencer à admettre d'autres pays, alors certains avec des statuts genre observateurs ou partenaires, pas pleinement membres, mais qui va permettre d'intégrer peut-être certains pays voisins qui faisaient pas partie par exemple de l'ex-URSS, mais qui ont des frontières communes avec certains de ces pays et qui ont un intérêt à établir des relations diplomatiques et de coopération avec les pays de la CEI. Il y a aussi quand même tout un aspect coopération sécuritaire. Il y a eu la signature d'accords, entre autres en matière de lutte antiterroriste, lutte contre le trafic de drogue, ce genre de choses. En tout, il y a eu 19 accords comme ça qui ont été signés à la sortie de la réunion de Douchanbé, donc qui s'est fini aujourd'hui. Et donc c'est assez intéressant quand même de voir comment cette structure, qui est une structure assez ancienne, issue de l'effondrement de l'URSS, est en train de se transformer pour devenir l'une des organisations qui va tisser des relations avec d'autres comme les BRICS, comme l'OCS, etc., pour commencer à tisser, on va dire, une nouvelle structure entre autres de diplomatie mondiale. Hein. Je rappelle, j'avais fait tout un article là-dessus, je vous renvoie vers celui-là, concernant donc le monde multipolaire et entre autres ce que Vladimir Poutine en avait dit lors du forum de Valdai. Ceux qui n'ont pas vu, je vous renvoie au direct de la semaine dernière où on avait analysé en détail justement le discours de Vladimir Poutine et entre autres ce dont il parlait en matière de points, on va dire, négatifs concernant le monde multipolaire, à savoir un monde qui est beaucoup plus instable, beaucoup plus imprévisible, avec beaucoup plus d'interlocuteurs avec lesquels il va falloir se mettre d'accord, et donc ça devient plus compliqué. Mais dans le même temps, ça oblige, si vous voulez, à s'entraîner plus en matière de diplomatie à l'ancienne. Repratiquer la diplomatie à l'ancienne, avec tout ce que ça implique en matière de capacité d'écoute et de prise en compte des intérêts de la personne que tu as en face de toi. Et donc, cette réunion de Douchanbé, elle acte ça, puisque ça y est, on passe à un format CEI, d'un format CEI à un format CEI+. Donc on va commencer à élargir. Et puis, un statut d'observateur pour l'organisation de coopération de Shanghai. Donc on commence à ouvrir, parce que vous avez au sein de la CEI donc des pays d'Asie centrale, comme on appelle ça. Là, on va commencer à s'ouvrir sur l'Asie tout court. Et donc on commence à voir un début de structure, on va dire, eurasiatique, qui va pouvoir potentiellement après coupler tout ça avec l'Union des États eurasiatiques qui existe, et avec d'autres structures. Donc petit à petit, avec les BRICS par exemple.
Donc on va commencer à avoir un élargissement de ces structures diplomatiques, de ces plateformes de discussion qui, pour l'instant, marchent plutôt bien, comme on a pu le voir. Aliyev et Pachinian, donc le premier ministre arménien, étaient tous les deux présents et ils sont pas bouffés, ils sont pas bouffés le nez. Voilà, la discussion a été tout à fait cordiale. Comme j'ai dit, il y a eu quand même 19 accords qui ont été signés à l'issue de cette réunion. Donc ça reste constructif, malgré les divergences en matière de, on va dire, de vecteurs géopolitiques de certains pays, dont l'Azerbaïdjan et l'Arménie, par exemple, qui se tournent de plus en plus vers les Turcs et donc vers l'OTAN, qui vers l'Union européenne pour l'Arménie. Mais on voit que voilà, ces structures-là restent importantes. Vladimir Poutine est quand même resté plus de 2 jours. Il est arrivé le 8 au soir et il repart seulement voilà, aujourd'hui. Donc quand vous voyez le président russe qui passe 2 jours pour une rencontre comme celle-là, c'est que c'est important. C'est que vraiment, c'est une plateforme qui n'est pas du tout négligeable, qui n'est pas à négliger et qui n'est pas négligée par la Russie. Donc ça, c'est un format à surveiller, le CEI+, et cette liaison maintenant qui est établie avec l'organisation de coopération de Shanghai et potentiellement, peut-être après les BRICS. Donc il y aura peut-être une imbrication du même genre avec les BRICS, ce qui ouvrirait à ce moment-là cette organisation de la CEI au continent, entre autres, africain et sud-américain. Et donc là, on arriverait, si vous voulez, à un début d'enchevêtrement de structures à un niveau mondial. Voilà, si on commence à jouer sur presque tous les continents, on en arrive là. Bonsoir S400, pas de problème pour le retard, pas de problème. J'ai eu des problèmes techniques, donc t'as pas loupé grand chose. Enfin grand chose. Si, j'ai quand même eu le temps de parler un petit peu de la réunion à Douchambé et de ses implications, mais t'as raté moins que ce que tu penses. Donc ça, c'est des formats qu'il va falloir surveiller, puisque dans les années qui viennent, je pense que ils vont commencer tous à s'élargir. Les BRICS, BRICS+, CEI, CEI+, Organisation de coopération de Shanghai, l'organisation du traité de sécurité collective aussi, l'OTSC, qui prend en charge en fait toute la partie justement sécuritaire, militaire, coopération militaire et coopération sécuritaire des pays de la CEI. Et là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Donc on a régulièrement des exercices conjoints bilatéraux généralement, entre l'un et l'autre. Donc généralement, par exemple, Russie, Tadjikistan, Russie, Biélorussie. Il y a eu des exercices il n'y a pas longtemps, je vous rappelle, qui ont attisé littéralement l'hystérie de la Pologne et des pays baltes, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, eux, c'est permanent. Je veux dire, le jour où ils seront pas en mode hystérique, il faudra qu'ils me fassent signe. Donc voilà, donc ça c'est des structures qu'il faut surveiller. Parce que ces structures qui ont l'air de rien et qui ont l'air purement régionales, en réalité, si vous commencez à les mettre bout à bout, ça commence à vous faire un début de structure qui a une échelle mondiale, internationale. Donc là, on commence avec la CEI, donc les ex-républiques soviétiques, qui commence à se coupler avec l'organisation de coopération de Shanghai, qui va peut-être après se coupler avec les BRICS, BRICS+. Et après, là, on peut commencer à jouer. C'est-à-dire que là, après, par exemple, peut-être faire des accords avec l'AES. Donc ce regroupement des pays du Sahel, Mali, Niger, etc. Peut-être, ça peut être quelque chose, ça peut être un regroupement avec les organisations sud-américaines. Et ces passerelles, comme ça, entre ces plateformes, vont permettre, je pense, petit à petit, de créer de nouvelles structures internationales qui pourront à terme remplacer, on va dire, celles qui existent actuellement et qui sont complètement défaillantes.
type l'ONU, type l'UNICEF, etc., etc. Parce que, bon, ben, en l'état, comme je l'ai dit la semaine dernière, on peut pas, entre guillemets, dynamiter ces structures sans avoir d'alternative. Parce que, certes, elles sont dysfonctionnelles, mais même dans l'état dans lequel elles sont, leur existence, c'est mieux que rien. Si on les fait sauter, là, il n'y a plus aucun garde-fou. Mais alors, aucun. Et alors là, ça devient la fête du slip. Donc, clairement, même avec tous les problèmes qu'on a actuellement avec toutes ces structures internationales, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Et donc, en ça, c'est important ce qui s'est passé à Douchambé. La création du format CEI+, c'est-à-dire l'élargissement de la CEI à ses voisins immédiats. Et deux, ce lien qui s'établit avec l'OCS et donc les pays asiatiques. Donc ça, je pense que c'est un premier pas. Et je pense que dans les années qui viennent, on va voir de plus en plus de ces liens qui vont commencer à se tisser entre diverses organisations pour arriver à terme à une ou plusieurs plateformes, de discussion et de négociation à l'échelle internationale. Et ça, clairement, c'est le but, il faut y arriver. Mais on voit en tout cas que, ces discussions, en tout cas, ont porté leurs fruits. Même entre des pays qui ont eu des divergences ou des conflits, comme la Russie et l'Azerbaïdjan, ou l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà. Donc c'est en ça que ce qui s'est passé à Douchambé était aussi important. C'était quelque part un test géopolitique, comme je l'ai appelé dans mon article, pour voir, est-ce que même dans des contextes de dissension comme ça entre les membres même d'une telle organisation, on peut arriver à asseoir tout le monde autour d'une table et régler, en tout cas, tout ou partie des problèmes qui ont mené à ces dissensions. La réponse est oui. La réponse est oui, puisqu'on a vu donc cette discussion chaleureuse entre Aliyev et Poutine. Donc, c'est faisable. Bon. Après, c'est grâce aussi aux méthodes diplomatiques russes qui sont très efficaces. Mais ça a permis à Aliyev de se rendre compte qu'il ne pouvait pas faire passer les intérêts de son pays au détriment des intérêts de la Russie. Qu'à un moment, ça passait des lignes rouges, et que là, il les avait dépassées. Donc là, tout le monde était remis à sa place, et tout le monde s'est calmé. Voilà. Donc, comme l'a dit Vladimir Poutine à l'issue de cette réunion, il espère que maintenant, les relations avec l'Azerbaïdjan seront apaisées. Bon, je pense que ce sera le cas, comme ça a été le cas avec la Turquie. Je pense que le message a été reçu 5 sur 5. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu à un autre commentaire concernant la politique. Alors oui, j'ai vu la situation en France, hein, avec le Cornu et son gouvernement qui a tenu combien, 18 heures, c'est ça, ou 14 heures, une connerie du genre. Je sais même pas par qui va pouvoir le remplacer, parce que Macron a fait presque le tour complet de ceux qui étaient assez potables, hein, pour être mis à une position comme celle-là. Donc je sais pas, est-ce qu'il va vous ressortir Édouard Philippe, est-ce qu'il va sortir Gabriel Attal. Bon, en tout cas, moi, de le voir essayer de régler la situation en faisant venir les représentants des différents partis politiques, sauf le Rassemblement National et les filles, quoi que je pense de ces deux partis, hein, mais enfin, ils représentent quand même une force non négligeable au sein du Parlement, je suis désolé, qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, concernant la procédure de destitution, il y en a qui m'ont pris un petit peu de haut. Je sais comment fonctionne la procédure de destitution. Merci. C'était pas la peine de me faire un cours d'éducation civique. La réaction du RN,
de mon point de vue, hein, montre clairement que c'est une opposition de façade. Ils ont fait passer leur intérêt qui est de garder leur poste bien payé au Parlement plutôt que de prendre les décisions qui s'imposent pour le pays. Je dirais, y a pas à tortiller hein, pour faire droit. Je veux dire, à un moment, faut le virer. Voilà. Alors certes, la procédure avait peu de chances de passer parce que il faut que les deux chambres, donc Parlement et Sénat, approuvent, et que vu la composition du Sénat, il y avait peu de chances hein, que ça passe. Mais je pense que si déjà ça avait été jusque-là, ça aurait été quand même un signal euh, façon un peu tarte dans la gueule à Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il aurait compris le message, mais je pense que ça l'aurait peut-être un petit peu remis quand même à sa place. Là, ils ont sauvé ces miches dès le dépôt du machin, en refusant de l'approuver. Enfin, franchement, pour moi, il y a aucune excuse, y a aucune raison qui peut justifier tout ça. S400 qui dit j'ai bien peur qu'il le remplace par Retailleau. Ouais, alors Retailleau, ouais. Oh là là. Non mais c'est sincèrement, hein. Moi je vous plains, je vois la descente aux enfers de la France et des Français, je vous plains, sincèrement. C'est pas sarcastique, vraiment, moi ça me fait mal de voir ce qui est de mon point de vue le pire président de toute l'histoire de la Ve République, pour pas dire le pire président de toute l'histoire de la République française. Euh, qui essaye de bricoler un truc alors qu'il a combien 14% de taux d'approbation, c'est ça? Et encore, ça doit être calculé à Paris intramuros, à mon avis, hein. Ou à Amiens. Ils ont peut-être fait le sondage à Amiens. Mais il va vous faire boire le calice jusqu'à la lie. C'est ça qui me terrifie. C'est rien ne vous sera épargné parce qu'il s'accroche au pouvoir comme un morpion. J'aime pas faire ce genre de comparaison, mais là c'est vraiment ça. Il s'y attache comme un morbac et il va pas vouloir le lâcher. Et toutes ces conneries, en plus, ça va vous coûter un pognon de dingue. Parce que toute la bande, là, qui ont même pas eu le temps de prendre leur fonction, normalement, ils ont droit à 3 mois de salaire. Tu fais le total, 500 000 euros, un demi-million. Alors le Cornuc a dit non, mais on va faire en sorte que non, qu'ils reçoivent pas. Mais on ne sait même pas s'il a même le pouvoir d'empêcher ça. Je veux dire, légalement. Donc c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je veux dire. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, les élus hein, français se sont votés une petite augmentation hein, de leur retraite. Ouais, qui va coûter 100 millions. Voilà. Mais non, non, faut que vous travaillez jusqu'à la mort. Voilà, c'est. Non, là vraiment, je pense que non, il est vraiment temps de mettre des coups de pied au cul. Mais vraiment, vraiment, parce que S400 qui dit il y a 23 ans que j'ai quitté la France et je suis heureux où je vis. Ah bah oui, moi ça fait presque 10 ans hein, que j'ai quitté l'Europe. Ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté la France. Je suis contente aussi. Mais comme je le dis, moi je pense à vous quand même. Je veux dire, il y en a un certain nombre d'entre vous avec qui je suis en, en relation, avec qui je discute régulièrement. Moi j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans un pays qui se casse la gueule par tous les côtés. Avec des velléités dictatoriales, hein, avec le chat control et autres machins.
C'est clair que moi, ça me fait pas plaisir pour vous, si vous voulez. J'ai pas envie que vous vous retrouviez dans cette situation-là. D'ailleurs, certaines personnes m'ont posé la question de ce qui s'était passé avec la chaîne ZZ02ZZ. Il faut ça, en fait, tout simplement, le propriétaire de la chaîne a décidé de fermer cette dernière au vu des risques juridiques qui commencent à apparaître, entre autres en France, avec bientôt la mise en application de certaines lois du genre loi sur les agents étrangers, qui, semble-t-il, va obliger à on va dire, se déclarer pour tous ceux qui entretiennent des relations permanentes, même, enfin, je veux dire, même le fait simplement de s'écrire, se coordonner avec des gens à l'étranger, simplement pour partager même des informations. Donc, vous vous rendez compte un petit peu du truc. Ça peut aller très très loin. Et donc, c'est très mauvais. Ça, le chat control où l'Union européenne veut mettre le nez dans toutes vos conversations, etc. Enfin, c'est du délire. C'est du délire complet. C'est vraiment là, enfin, côté européen, c'est en train de virer dans la dystopie façon 1984. Mais à pleine balle, là. Mais à pleine balle. Et je sais pas où ils vont s'arrêter. Je sais même pas où ils vont s'arrêter. C'est catastrophique, franchement. Moi, c'est... Ouais. Je sais pas comment on en est arrivé là. Je sais pas comment on en est arrivé là. Enfin, en tout cas, ils continuent de brandir la guerre avec la Russie comme un totem. Comme un totem, on va dire, pour justifier toutes leurs actions, les lois ignobles, les budgets délirants, etc. La question, c'est jusqu'où ils sont prêts réellement à aller. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, étant quelqu'un qui parle pour ne rien dire, et qui dit tout et son contraire dans une même phrase, c'est toujours compliqué de comprendre à quel point il va faire ce qu'il a dit à un moment T ou pas. Ça, c'est le truc qui, moi, m'agace avec lui. Et qui par contre me plaît bien, par exemple, chez Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il dit, il fait. Voilà. Il fait ce qu'il dit, et comme il l'a dit. Et Macron, si tu comprends rien. Il dit un truc, son contraire, puis il fait complètement autre chose. Et tu sais pas sur quel pied danser. Ça, c'est vraiment... psychologiquement, c'est dévastateur. Alors, bonsoir Evelyne. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui s'est déroulé lors de cette réunion à Douchambé? Je rappelle, j'ai écrit donc un article complet d'analyse euh, concernant l'intérêt que garde l'organisation de la CEI, même si certains membres en sont partis. Je rappelle, l'Ukraine en est partie, la Moldavie en est partie. Les 3 États baltes n'en ont jamais fait partie. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important à comprendre pour comprendre l'évolution actuelle du monde, qui devient de plus en plus rapide. C'est que ces organisations qui fonctionnent relativement bien, d'ailleurs, à un niveau, on va dire, local. Je dis local, bon, quand vous voyez l'étendue de la CEI, c'est du local un peu grand quand même, hein. Mais ça vous donne une idée un petit peu de ce vers quoi on va se diriger en matière d'interaction entre les pays dans un monde multipolaire. Kat qui dit que le fonctionnement de Macron est celui d'un manipulateur. Je confirme. Le fait de te faire marcher sur des œufs, que tu saches jamais si ce qu'il dit est vrai ou pas, ou s'il va faire ce qu'il dit. Ça, c'est typique. C'est typique MPN, manipulateur pervers narcissique. Ce que je pense que Macron est très sincèrement. Ce qui est flippant, parce que ce mec-là, à la tête du pays, c'est du délire. Je veux dire,
En Russie, il y a eu Eltsine. Bon, le gars avait au moins l'excuse qu'il est alcoolique. Macron, c'est autre chose. Hein. C'est tout à fait autre chose. Mais donc voilà. C'est franchement, je suis inquiète pour vous. Je suis inquiète pour vous. Je suis inquiète pour la France. Je suis inquiète pour les Français. Euh, et je sais pas comment, par quelle méthode miracle on va pouvoir régler ça. Parce que pour l'instant, je vois pas les Français descendre dans la rue et sortir les fourches, comme il y a quelques siècles en arrière. Donc, ouais, c'est un peu ça la situation. Semaine prochaine, le direct aura lieu comme d'habitude. Par contre, dans 15 jours, je vais essayer de faire le direct, mais il est possible que ça soit en mode genre depuis mon téléphone, parce que je serai en déplacement. Donc j'essaie de trouver une application pour faire depuis potentiellement le téléphone ce que je fais actuellement avec le PC en matière de diffusion de flux. Euh, je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose qui fonctionne bien. Si pas, bah, je compenserai. Je compenserai après. Ce sera pareil pour le site web dans 15 jours. Je serai en déplacement. Donc je vais essayer quand même de vous faire le site rep, mais ça sera peut-être pas dans les conditions habituelles de tournage. Je vais voir comment je vais pouvoir un peu gérer ça. Voilà. Désolé vraiment pour le direct de ce soir qui a été assez catastrophique d'un point de vue technique, avec beaucoup de coupures, mais ouais, connexion internet qui est en très mauvais état, comme beaucoup d'infrastructures ici d'ailleurs, soit dit en passant. On a des gros problèmes avec tout, puisque ben, pendant 30 ans, l'Ukraine n'a rien fait. C'est aussi simple que ça. Pendant 25 ans de soi-disant indépendance après la chute de l'URSS, l'Ukraine n'a jamais rien entretenu ici, ou presque. Résultat, tout est dans un état eh bien absolument catastrophique. Et c'est pour ça que la Russie se retrouve actuellement à devoir eh bien, réparer en urgence et de manière massive les routes, les canalisations, tout ce qui est câble électrique, conduite de gaz. Euh, on construit actuellement des antennes de téléphonie mobile partout. Euh, c'est plusieurs dizaines par semaine qui sont installées. Euh, Sans parler des reconstructions d'habitations qui ont été détruites lors des bombardements ou des combats. Tout ça, quand même, c'est. Et il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Et comme je l'ai dit, voilà, mon ancien provider avait tout laissé pourrir jusqu'à finir en liquidation. Et le nouveau provider, bah, doit gérer ça. Et donc, il a beaucoup d'endroits où il doit réparer, où il doit remettre en état. Et donc, ça complique la réparation chez moi. Et donc ça retarde. Ça retarde, ça retarde. C'est comme l'eau. Voilà. Donc pour l'instant, on fonctionne avec des bouts de chandelle. Donc vraiment désolé pour cette situation où ça a été assez compliqué de faire le direct. Est-ce qu'il y a des gens quand même qui ont des questions avant qu'on ferme? Evelyne, que elle aussi, ça l'énerve de voir la situation en France. Mais je crois que ça énerve beaucoup de gens. Hein. Ça énerve beaucoup de gens. Vous êtes beaucoup plus que vous ne le pensez. Hein. Et le problème, c'est que il y a un tel climat délétère qui a été instauré en France que les gens ne se parlent plus. Et donc les gens qui ont un point de vue critique sur les autorités pensent que elles sont beaucoup moins que ce qu'elles sont en réalité parce qu'elles ne se parlent pas entre elles.
Dom qui me dit vous m'en voulez pas pour les problèmes techniques. Merci. Merci. Non, vraiment, c'est l'horreur. Moi, ça me complique énormément le travail. Et ça m'empêche de faire des directs de qualité avec vous et de réouvrir, par exemple, à des plateformes comme YouTube, ce qui est un gros problème aussi. Donc, il faut que vraiment je fasse régler cette situation, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. S400 qui dit heureusement que mes parents ne sont plus de ce monde pour voir ça. Ouais, non, moi aussi, si vous voulez. J'ai. Je veux dire, heureusement que mes grands-parents et surtout mes grands-mères ne sont plus là pour voir ces horreurs parce que je pense que ça les aurait tués. Kat qui demande que penses-tu du cessez-le-feu à Gaza? Bah, je pense qu'il va pas faire long feu. Je pense que malheureusement, disons, vu l'historique d'Israël, je pense que ils sont censés la faire un échange. Donc le Hamas est censé rendre les otages qu'ils avaient pris contre 1700 habitants de la bande de Gaza, plus des membres, je pense, du mouvement du Hamas qui avaient été condamnés en Israël. Euh, je suis même pas sûr que l'échange aura lieu pleinement. Ce que je crains, c'est que le Hamas va remettre les otages et qu'ils vont se faire pigeonner. C'est ma grosse crainte parce que il y a quand même une longue histoire, si vous voulez, de trahison en matière d'accord de la part de Tel Aviv. Je m'attends pas à quelque chose de positif. Je pense pas que ça va durer, ça c'est sûr. Même si mène l'échange, je pense que le cessez-le-feu sera très temporaire et que ça va reprendre comme en 40 dans pas longtemps. Israël, de toute façon, a très clairement dit qu'ils veulent prendre le contrôle de la totalité de la bande de Gaza. Et ils s'arrêteront pas tant qu'ils l'auront pas fait. Donc malheureusement, c'est parce que voilà, c'est ce que dit Dom. J'attends l'habituelle rupture de cessez-le-feu d'Israël et je pense qu'Israël ne respectera pas sa partie de l'échange. Voilà. Je pense qu'on est beaucoup à être plus ou moins sur la même longueur d'onde pour ceux qui suivent le conflit depuis assez longtemps, ce qui est mon cas, même si je le suis de plus loin forcément que le conflit ici, mais si vous voulez, Israël, l'Ukraine, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils signent des papiers et ils se torchent avec derrière. Ils n'ont strictement aucun respect pour les accords qu'ils signent, leur signature, rien à faire. L'honneur, la dignité, la honte, tout ça, oula, ça leur passe très loin au-dessus. Et donc je pense que vraiment, je pense que ça va très mal se finir malheureusement pour les Palestiniens. J'ai vu les vidéos de Gaza. T'as plus une maison debout. T'as plus une maison debout. Et, et l'hiver va arriver. Comment les gens vont survivre? Enfin, j'ai suivi là toute l'histoire avec la flottille pour Gaza. Bon, c'était tout à fait prévisible. Je veux dire, ça rime à rien d'envoyer ces flottilles. Il vaut mieux aider en transmettant l'aide humanitaire à travers les tunnels qui passent à travers la frontière avec l'Égypte. Ça serait beaucoup plus utile que faire ça. Donc, c'est... Là, effectivement, comme dit Dom, la seule solution, c'est vraiment le boycott. Le boycott, la pression économique. De toute façon, on sait très bien que personne ne prendra des sanctions contre eux, hein, grâce à la protection de l'oncle Sam, qui empêchera tout vote à l'ONU dans ce sens. Mais effectivement, c'est après à chacun de peut-être d'utiliser son portefeuille comme moyen de diplomatie internationale. C'est un des moyens que vous avez. C'est un des moyens que vous avez. Joro, je vais peut-être dire une bêtise, mais Israël ne devient-elle pas comme l'Allemagne nazie?
Alors, j'irai pas jusque-là quand même, mais ils sont partis dans une dérive totale. Totale. Je veux dire, déjà même dès le départ, hein, moi je suis désolé, hein, je sais qu'il y a des gens qui sont pro-Israël, mais déjà à la base, l'idée même de chasser les gens pour faire de la place pour d'autres qui, en écrasante majorité, venaient d'Europe et de Russie, pour leur donner un pays basé sur la Torah, mais enfin, c'est du délire. Je veux dire, les mecs, allô? Allô? Si vous voulez vous installer, au moins, fallait vous trouver un endroit où il y avait personne, ou presque. Tu vois? Je veux dire, mais là, dès le départ, le projet était foiré. Dès le départ, je veux dire, un projet où tu commences à construire un pays, bah, en commençant par une épuration ethnique, bah, tu commences mal déjà. C'est ce qu'ont fait les États-Unis. Remarquez, ça explique pourquoi ils soutiennent Israël. Je vais dire, le problème, c'est que dès le départ, forcément, ça pouvait pas bien se passer. L'attaque des pays arabes était parfaitement prévisible. Je veux dire, enfin, les mecs, ils voient les gars s'installer de force, foutre les gens dehors, prendre leur maison. Mais ça va pas. Enfin, je veux dire, c'est. Je rappelle qu'en URSS, il y a une région autonome qui existe toujours d'ailleurs au sein de la Fédération de Russie, qui avait été créée par Staline justement pour que les Juifs aient un endroit où aller s'installer. La région existe toujours, hein, région autonome juive. Donc je veux dire, il y avait moyen de faire autrement. Mais là, en partant déjà, en commençant par une épuration ethnique et expropriation de masse, bah oui, ça pouvait pas bien se passer, ouais. C'est et le truc, c'est que en se comportant de la sorte, Israël se condamne elle-même. Parce que comme j'ai déjà dit ici, j'ai ici hein, des collègues et des confrères qui sont juifs, certains qui sont pro-Israël. J'ai dit, mais avec son attitude, il se condamne. Parce que le jour où les États-Unis ne pourront plus assurer la défense d'Israël, c'est terminada, fio. C'est terminé. Et ce jour arrivera, je vous l'ai dit. Tous les empires naissent, grandissent et meurent. Et l'Empire américain ne fera pas exception. Et donc le jour où il s'effondre, il se passe quoi pour Israël? Ben, il se passe une catastrophe. Parce que le jour où l'oncle Sam sera plus là pour faire peur à tous les voisins, à tous les pays arabes voisins, ben, ça va être fini. Ils vont tous lui tomber dessus, à 10 contre 1, et le problème sera réglé. Alors que si dès le départ, les choses avaient été faites correctement, peut-être en consultant les Palestiniens, en mettant en place un État binational, type fédératif, où il y avait plein de solutions qui étaient possibles. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu. Surtout que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Palestiniens ont accueilli les Juifs qui fuyaient l'Europe. Ils les ont accueillis à bras ouverts. Il y avait moyen de faire un truc de manière humaine. Non, non, on impose. C'est à nous. Bon, bah, résultat des courses, ça va mal se terminer. Malheureusement, je crains que ça va très mal se terminer pour les Palestiniens aussi. Et ça, c'est ce qui me fait le plus mal. Comme dit Dom, les USA soutiennent Israël militairement et financièrement. Sans les deux, il n'y a plus d'Israël. C'est ça. C'est ça. Et donc c'est pour ça que je dis, le jour où l'Empire américain se casse la gueule, terminé. Et c'est en ça d'ailleurs que je dis que la politique de Vladimir Poutine et de la Russie de manière générale, de tout faire pour entretenir et garder de bonnes relations avec ses voisins, ben c'est la bonne chose à faire. Même si des fois ça implique de devoir faire des compromis, de mordre un peu sa langue, de
hein, des fois de pas remettre certains à leur place comme ils le mériteraient. Mais c'est important. Parce que c'est ce qui t'évite des problèmes après. C'est en ça qu'on voit la différence entre ceux qui calculent à court terme et ceux qui calculent à long terme. Donc, Jérôme qui dit d'ailleurs que le boycott est efficace. La preuve, maintenant, il cache, il truande l'origine des. Oui, ça, j'ai vu des trucs comme ça, effectivement, des petites vidéos où. Made in Brésil, puis après, tu regardes, c'est. Ah, non, c'est Made in Israël. Ah. Ah. Depuis quand le Brésil a changé de continent? Donc voilà. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Moi, franchement, ce qui se passe à Gaza me retourne les tripes, franchement. Euh, Ce qui me rend encore plus malade, c'est ce que j'entends des fois sur les médias français, entre autres. Quand t'entends ce que certaines sortent, entre autres après les morts de confrères, parce que je rappelle quand même qu'Israël a quand même un body count, un compteur de morts en matière de journalistes qui est absolument. Enfin, qui est hors catégorie. Je veux dire, quand on est à plus de 250 journalistes tués, je pense que. Je suis même pas sûr que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en ait eu autant qui soient morts. Sincèrement. Faudrait que je vérifie, mais je pense que là, on éclate toutes les statistiques de tous les records du monde. Euh, et que j'entends des confrères occidentaux et entre autres français de sortir que mais en fait de toute façon y a pas de journalistes palestiniens et que c'est tous des terroristes, si vous voulez, j'estime dans ces moments il y a des claques qui se perdent quand même, parce qu'ils font la même chose avec les journalistes russes qui sont tués par l'Ukraine. Là ils ont pété un plomb, là il y a eu un photographe français là, Ali Khan, ça Ali Khan, qui a été tué près de la ligne de front. Alors semble-t-il, il se déplaçait avec des soldats et il a été tué par un drone russe. Oui, je veux dire, il n'était pas visé en tant que tel, en tant que journaliste. Ce que les dronistes russes ont visé, c'était les soldats avec qui il était. Et bon, malheureusement, il s'est retrouvé avec. C'est ça que, bon, là-dessus, voilà, ça c'est malheureux. C'est dommage. C'est dommage. Peu importe d'ailleurs la qualité du travail de ce monsieur, ça reste un journaliste. Je vais pas le traiter de terroriste. Je dis que malheureusement, bon, bah, c'est les risques du métier. Parce que dans son cas, bon, bah, vu le type de frappe, si vous voulez, c'est pas comme les soldats ukrainiens qui tiraient au sniper ou sur des journalistes, quoi. Ou sur des voitures qui étaient remplies que de journalistes. Et où d'ailleurs souvent mes confrères, et ça je les engueule un peu pour ça, ils ont des... Comment dire, pas des posters, mais des cartons presse qui mettent derrière le pare-brise. Pour qu'au blog post, les mecs ils comprennent tout de suite que voilà, c'est des journalistes. Ouais, mais enfin, le pilote de drone, il le voit aussi, si vous voulez. Donc, même si tu mets pas presse, le chevron presse sur ton torse, voilà. Mais bon, quand tu es avec des soldats et dans un véhicule où, franchement, c'est indistinguable. Je veux dire, le mec, enfin, tu peux pas voir que le gars est journaliste. Je veux dire, c'est du délire dans ce cas-là. C'est dommage collatéral, malheureusement. Mais je veux pas dire que le mec était un terroriste parce que ça m'arrange. Non, c'était un journaliste. C'est un journaliste, c'est une perte qui est dommageable, mais malheureusement, je pense que le gars a très mal évalué les risques. Je pense que se rendre près de la ligne de front avec les soldats ukrainiens, alors que les drones russes volent maintenant absolument partout, c'est de la folie. Je vous ai dit, hein, moi par exemple, si vous voyez beaucoup moins maintenant de trucs sur le front,
Les derniers qui font encore vraiment du front, bah, c'est des mecs comme Patrick Lancaster. Mais Patrick, il a un petit côté kamikaze. Plus c'est un ancien soldat. C'est un ancien soldat américain. Bon, enfin même lui, des fois il se fait peur quand même, hein. La dernière fois qu'il y a eu un drone ukrainien qui est passé pas loin, c'était de justesse quand même, hein. Donc il a bien failli finir comme ce journaliste français. Bon, donc pour moi c'est quand même, il faut quand tu es reporter de guerre, il faut évaluer les risques. Il faut évaluer les risques, mais il faut les calculer comme il faut, c'est-à-dire il faut vraiment estimer à quel point est-ce que c'est important d'aller filmer ce que tu veux filmer par rapport au risque pris. Je veux dire, les routes qui mènent, donc là je crois que c'était vers Pokrovsk ou vers Konstantinovka, je crois, ou vers Kupiansk, enfin un de ces points-là, c'est de la folie. Je veux dire, on sait que les routes qui mènent à ces villes sont toutes actuellement sous contrôle de tir de l'armée russe. Donc ces routes sont soit bombardées par l'artillerie russe, soit les véhicules qui y passent sont attaqués par des drones. Parce que tout simplement, il n'y a plus que les véhicules militaires qui circulent là-bas. Toutes les administrations ont fui et les civils qui sont restés se planquent dans les sous-sols. Donc, clairement, dans ce cadre-là, dans ces conditions-là, ça ne vaut pas la peine de suivre des soldats pour filmer je sais pas quoi en fait. Parce que sincèrement, le gars était photographe. Je comprends que tu as envie de faire de belles photos et de machin, mais à un moment, en fait, ça rime à rien si tu te fais tuer en fait. Si tu te fais tuer de manière idiote pour aller prendre une photo qui en valait pas la peine, je. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Voilà, mais après chacun évalue le risque à son niveau, hein. C'est chacun a sa vision des choses. Chacun évalue le risque comme il le voit. C'est chacun midi à sa porte. Mais de mon point de vue, ça c'est de la folie. C'était de la folie. Je vous dis, même moi, quand je suis allé en région de Kursk, qu'on n'était qu'à quelques kilomètres de la ligne de front qui passait par la frontière avec la région de Soumy. Je peux vous assurer que on était en sueur quand même. Et les gars d'Armat et moi, on n'était pas rassurés. Parce qu'on savait qu'à n'importe quel moment, des drones pouvaient attaquer. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, le premier village qu'on a visité et où j'ai commencé à filmer mon reportage, on n'était pas parti depuis 20 minutes que 4 drones FPV ukrainiens ont frappé le village et il y a eu un civil blessé. Donc ça, faut pas rigoler avec ça. Et je vois pas l'intérêt d'aller dans ces poches. Parce que ce soit Kupiansk, que ce soit Pokrovsk ou que ce soit Konstantinovka, c'est trois chaudrons, hein. Ils sont pas totalement refermés, hein, mais c'est trois chaudrons. Aller là-dedans, c'est comme se jeter dans la gueule du loup, si tu veux. Ça n'a strictement aucun intérêt. Les pertes des forces armées ukrainiennes dans ces zones-là sont absolument. Enfin, c'est des hachoirs à viande. Donc pour un journaliste, aller là-bas, ça n'a aucun sens. Tu vas filmer quoi? Des ruines? Ok. Et, quelle photo extraordinaire tu prévois de prendre dans un contexte où, à n'importe quel moment, un drone peut te tuer et tout est en ruine autour. J'ai pas compris. C'est. Là, franchement, comme je dis, maintenant, les images que nous fournissent les dronistes sont tellement bonnes qu'il n'y a aucun intérêt en fait d'aller filmer les combats nous-mêmes. Les drones le font. Ils risquent, entre guillemets, leur peau à notre place. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun. Filmer un peu en arrière, comme moi je l'ai fait en région de Kursk, oui, oui. Faire des interviews avec les gars, filmer des interviews avec les civils qui en ont réchappé, etc. Ça, c'est intéressant. Et ça vaut le risque. Mais aller sur la ligne de front pour. Enfin, en l'état actuel, ça n'a aucun sens. Bref.
Evelyne qui dit c'est triste. Bah oui, 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 c'est triste. C'est triste pour lui, c'est triste pour sa famille. Donc moi j'adresse mes condoléances à la famille de ce photographe. Parce que moi, contrairement aux confrères français, je ne renie pas le statut de journaliste aux confrères, même quand ils font de la propagande. Mais de mon point de vue, là, il a vraiment pris des risques inconsidérés. De mon point de vue. Après, voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Voilà, voilà. Je vais arrêter le streaming là. Comme je l'ai dit, semaine prochaine, vous aurez l'IR-Stream comme d'habitude et le site rep. Après-demain, vous aurez le site rep de cette semaine. Mais dans 15 jours, je vous tiendrai au courant si j'arrive à organiser ça d'un point de vue technique pour, pour pouvoir le faire. Voilà, voilà. Je vous dis donc, je publierai donc l'enregistrement demain, comme d'habitude, en journée. Je vous dis à après-demain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. On va parler entre autres de ce qui se passe vers Kupiansk, où ça bouge. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain direct hier stream. Et d'ici là, eh bien portez-vous bien et merci pour votre grande patience concernant mes petits problèmes techniques. Bonne soirée à tous.